Hey, salut à tous! Alors, vous aimez le sel et les cercueils? Pas de problème, aujourd'hui on regarde l'eau de la bouteille. Alors on appréciera ici le jeu de mots du titre qui représente bien ce que vous devez faire dans le jeu, puisque ici, vous êtes mort et vous attendez dans la file d'attente pour rentrer en paradis, seulement c'est extrêmement long, et du coup on vous propose un petit ticket coupe-fil pour avancer plus vite. Le problème c'est que, en échange, vous devez intégrer l'équipe de passeurs qui va aider les âmes errantes à passer dans l'au-delà, notamment en leur fournissant des bouteilles d'eau. Donc ici on est sur un prototype, on n'est pas sur un jeu final, je vous préviens tout de suite, c'est un prototype qui m'a été envoyé par Paria Edition, qui est aussi à l'origine du jeu L'Ordre de Veyel. Vous pouvez trouver la vidéo sur ma chaîne, je mets le lien en description. Et donc ce jeu, c'est un prototype, il n'est pas encore sorti, et il va passer par un financement participatif en mars 2022, je n'ai pas la date exacte, mais en tout cas je mettrai là aussi toutes les informations nécessaires en description si jamais le jeu vous intéresse. Donc gardez à l'esprit que les composants du jeu sont globalement définitifs, en tout cas j'en ai l'impression, mais les illustrations sont très bien avancées, mais peut-être que certains éléments pourront évoluer durant la campagne, mais ça c'est à vous de le suivre en direct. Pour la mise en place, on va d'abord placer ici le gros paquet de cartes tunnel qui ont un dos bleu, ici les cartes limbe avec un dos jaune et les cartes purgatoire avec un dos rouge. Ensuite, chaque joueur va choisir une carte personnage parmi les 12 personnages qui existent actuellement. Donc par exemple, je vais prendre le lâche, la soifée et la guerrière. On imagine qu'on fait une partie à 3 joueurs. Et ensuite, on va prendre les 3 pierres tombales qui correspondent à ces 3 personnages. Donc la pierre tombale de la soifée, celle de la guerrière et celle du lâche. Alors ces pierres tombales sont importantes puisque dessus vous avez en gros le pouvoir de votre personnage. On va tous commencer avec un pouvoir un petit peu différent, sachant que l'originalité ici c'est que le pouvoir n'est pas uniquement positif, donc vous avez effectivement un bonus sur certains éléments, mais vous avez aussi un malus qui vient compenser votre bonus, donc il va falloir bien utiliser les deux. Donc chacun prend sa petite carte personnage avec sa pierre tombale devant lui. Chacun prend également un dé. Alors normalement c'est des dés rouges, là j'ai des dés roses parce que j'avais pas de dés rouges chez moi. Mais vous aurez des dés rouges dans la boîte bien sûr. Et le place sur la valeur 3 et le met sur sa pierre tombale ou sur son personnage. Donc ça indique vos points de vie pour l'instant. Donc vous avez maximum 6 points de vie et vous commencez avec 3 points de vie au début de la partie. Ensuite chaque joueur va piocher 3 cartes tunnel, donc du paquet avec le dos bleu qui est ici, donc ça constitue votre main de départ, sachant que durant la partie, je vous le dis tout de suite, si jamais vous vous retrouvez avec moins de 3 cartes en main, vous piochez immédiatement jusqu'à remonter à 3 cartes, et si jamais aucun effet de jeu ne vous le précise, par défaut, vous allez piocher ici dans les cartes tunnel, tout en haut à gauche. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut donner la carte joueur actif au premier joueur. Donc la carte joueur actif, c'est celle-là, avec la petite main. Et chaque joueur peut également prendre une aide de jeu s'il le souhaite. Donc il y a 6 aides de jeu qui sont recto-verso, qui récapitulent les différentes étapes du jeu. Une fois qu'on a fait ça, on est prêt à commencer la partie. Dans l'au-delà de la bouteille, on va passer par une suite de différentes phases qui vont nous permettre de placer des cartes au centre de la table, d'affronter des événements et des monstres qu'on aura placés au centre de la table, et enfin pour les joueurs qui auront participé à cet affrontement et qui auront survécu, de venir récupérer tout simplement les cartes qui étaient au centre de la table, puisque ces cartes vont nous faire des points de victoire, par exemple de 1 à 4, à 5, à 10, ça dépend, c'est extrêmement varié selon la force et la difficulté de chacune de ces cartes, et l'objectif final étant bien évidemment de remporter le plus de points de victoire. La première partie du tour de jeu, c'est l'errance. Alors l'errance, comment ça se passe? C'est le joueur actif, donc celui qui possède cette carte-là, va pouvoir choisir ici dans les paquets entre 1 et X cartes. X, c'est le nombre de joueurs. Donc là, on est 3 joueurs, donc la guerrière qui est ici va pouvoir choisir entre 1 et 3 cartes, et elle peut panacher les paquets comme elle le souhaite, sachant que les cartes tunnel sont des cartes beaucoup plus simples et beaucoup moins violentes que les cartes purgatoires qui ont beaucoup plus de danger, mais en même temps ont des récompenses aussi qui sont plus intéressantes. Donc je pourrais prendre juste une carte tunnel, ou une carte purgatoire, ou 2 cartes limbe, ou une de chaque, donc je peux vraiment panacher comme je veux. Donc là par exemple c'est le début de la partie, allez j'y vais petit joueur, je vais prendre 2 cartes tunnel, et puis une carte purgatoire, voilà, comme ça au moins j'aurai 2 cartes pas trop violentes, et puis je pousse un peu ma chance. Donc une fois que j'ai fait mon choix, je révèle les cartes et je vais les ordonner sur la table. Alors dans la règle, vous avez une manière d'ordonner les cartes de gauche à droite assez particulière, donc je vous mets la capture d'écran pour que vous puissiez la regarder en détail. Sachant que vous avez aussi un tapis de jeu qui existe, que je ne possède pas, et qui indique très clairement où vous placez telle ou telle carte, mais c'est pas, voilà, moi je ne l'ai pas, donc c'est pas nécessaire pour jouer.
En premier, vous allez placer les événements. Donc par exemple ici, j'ai mon sable mouvant, je le place ici. En deuxième, vous placez vos monstres. Donc là, j'ai une sangsue, je vais la placer ici en deuxième. Et j'avais aussi un autre événement d'ailleurs que je place également dans la première colonne. Et ensuite, dans les autres colonnes, si j'avais eu davantage de cartes, je les aurais placées ici sur la droite. Après, l'ordre des autres éléments sur la droite n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est de bien mettre les événements en premier, parce qu'on va les résoudre en premier, et les monstres en deuxième, puisqu'on va les résoudre en deuxième. Toutes les autres cartes, en gros, ce sont des cartes qu'on va venir looter, qu'on va récupérer à la fin de la manche, donc l'ordre n'a pas énormément d'importance. Alors juste pour vous donner une petite idée des autres cartes qu'on pourrait retrouver, on pourrait avoir également des âmes errantes qui sont symbolisées par ces fantômes. Donc les âmes errantes, elles vont vous rapporter pas mal de points de victoire et des petits pouvoirs spécifiques. Vous avez également des bouteilles d'eau, donc c'est la fameuse eau de la bouteille. Donc vous avez des bouteilles de 1 litre si vous allez dans le tunnel, mais si vous allez dans le purgatoire, vous pouvez avoir des gros bidons de 5 litres. Vous avez également des cartes qui vous permettent de récupérer de la vie, donc pareil, hein, plus vous montez, si vous êtes dans le tunnel, c'est juste 1 point de vie, si vous êtes au purgatoire, vous pouvez récupérer 3 points de vie, et puis vous avez aussi des sacs de sel ou alors des petites salières que vous pouvez récupérer également et qu'on placerait ici sur la droite si on les avait tirées à ce moment-là de la partie. Maintenant que le joueur actif a terminé l'errance, donc il a placé les cartes au centre de la table, on va passer au dilemme. Alors à ce moment-là, chaque autre joueur, en commençant par le joueur qui est à gauche du joueur actif, va avoir 2 choix à faire. Le premier choix, il va devoir décider s'il accompagne ou non le joueur actif dans son périple. Et le deuxième choix, il va décider s'il ajoute ou non une carte ici à l'épreuve. Donc d'abord, le premier choix, alors imaginons que le joueur à gauche de la guerrière ce soit le lâche. Alors le lâche, s'il décide d'accompagner la guerrière, il va tout simplement incliner sa carte pour montrer qu'il vient avec elle. Si jamais il décide de ne pas accompagner la guerrière dans l'épreuve, il va gagner par contre 2 points de vie, hop, et il va les indiquer sur son dé ici en remontant à 5. Bon, sachant qu'on est limité à 6 points de vie, on ne peut jamais dépasser ce maximum. Donc là, imaginons, une fois n'est pas coutume, le lâche n'est pas si lâche, il décide d'accompagner la guerrière, donc il incline sa carte sur le côté, hop. Ensuite, une fois qu'il a décidé d'accompagner ou non la guerrière, il peut choisir d'ajouter ou non des cartes depuis sa main dans l'épreuve. Et là, il peut en ajouter une, il fait ce qu'il veut. Par exemple, il pourrait ajouter un cœur, une salière, ou il pourrait rajouter un événement. Allez, il va rajouter un cœur. Hop. Donc il décide d'accompagner la guerrière, et en plus, il rajoute un cœur. Voilà. Comme il a joué une carte, il lui reste que 2 cartes en main, il repioche immédiatement une nouvelle carte. Donc il faut vraiment bien comprendre que ces cartes que vous avez en main, petit aparté, ce ne sont pas des cartes qui vous appartiennent. Vous ne pouvez pas les jouer directement pour utiliser leur pouvoir. Ce sont uniquement des cartes que vous allez jouer dans l'épreuve. Les cartes qui vont vous appartenir, ce sont uniquement les cartes que vous aurez récupérées du centre de la table. Les cartes qui sont en main ne sont pas vos cartes. C'est une manière un peu... Il faut bien se mettre ça dans l'esprit. Voilà, donc le lâche a pris sa décision, et maintenant l'autre joueur, c'est l'assoiffé. L'assoiffé va décider, elle vient également dans l'épreuve, hop, donc elle incline sa carte, et elle peut rajouter une carte, elle n'est pas obligée, mais elle va décider si d'ajouter une carte, elle va rajouter une bouteille d'eau. Voilà, hop, et elle repioche immédiatement une carte, comme d'habitude on repioche du tunnel. Et ensuite on revient au joueur actif, lui il n'a pas le choix, il est obligé d'aller affronter l'épreuve, mais il peut quand même décider d'ajouter une carte ici à l'épreuve, et du coup lui il va décider de rajouter, non il va rajouter, hop, une âme errante, voilà, et il va la mettre ici. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à l'épreuve. La troisième étape du tour de jeu, c'est donc l'épreuve, et c'est là qu'on va aller résoudre les événements et taper les monstres pour voir si on va réussir à looter quelque chose. Donc en premier, on va résoudre les événements, et il y a 2 types d'événements, hop, alors je vais en rajouter un pour que vous le voyez. Il y a les événements qui vont être résolus par tous les joueurs, donc chaque joueur va résoudre à son tour, en commençant par le joueur actif, va résoudre l'événement, et vous avez les événements qui ont le petit symbole ici de main en haut à droite, qui ne vont être résolus que par le joueur actif qui possède ce symbole devant lui. Donc ici, imaginons que là on a 2 événements qui sont résolus par tous les joueurs. Donc le premier c'est le tunnel, c'est les sables mouvants. On va lancer le dé noir, donc là c'est un dé bleu parce que j'ai pas de dé noir, donc je lance le dé noir, hop, j'ai fait un 1 et je regarde ce qui se passe. Donc là jusqu'à la fin de l'épreuve, enlevez 1 à tous vos jets durant les combats. Ok, c'est pas terrible. Donc moi, faut que je garde à l'esprit que du coup j'enlèverai 1 à tous mes combats jusqu'à la fin de l'épreuve. Ensuite, c'est au joueur qui est à ma gauche de lancer le dé, et il fait pareil, hop, lui il fait 3, 3 c'est la même chose, et ensuite c'est à l'assoiffé qui a également rejoint la bande, hop, qui fait 6, alors l'assoiffé c'est mieux parce qu'elle récupère une carte 1 litre d'eau dans la pile du tunnel, hop, je vais chercher une carte 1 litre d'eau, hop, et non ça c'est 2 litres, alors,
Voilà, je vais chercher une carte 1 litre d'eau et je la donne à l'assoiffée. Donc ça va pas dans sa main, ça va devant elle et c'est une carte qu'elle a gagnée qu'elle pourra utiliser plus tard dans la partie. Voilà, donc une fois que chacun des joueurs qui participent à l'épreuve, les joueurs qui ne participent pas à l'épreuve sont ignorés à ce moment-là, il n'y a que les joueurs qui ont décidé d'accompagner le joueur actif qui font ça, l'événement est considéré comme résolu. Donc celui-là, on est content. Ensuite, on a un deuxième événement qui est le purgatoire. Alors le purgatoire, je ne vais pas le résoudre parce que ce sera un petit peu pénible parce qu'il est assez violent. Mais en gros, on ferait exactement la même chose. Le joueur actif lance le dé, hop, et en fonction du résultat du dé, il se passe quelque chose. Donc là, par exemple, avec le purgatoire, je dois ajouter un monstre criquet à l'épreuve. Donc là, je devrais aller chercher un monstre criquet et l'ajouter ici à l'épreuve. Donc imaginons que j'ai réussi à résoudre cet événement également. Une fois que tous les événements ont été résolus, on peut passer au combat avec les monstres. Donc le combat avec les monstres, c'est évidemment le moment que tout le monde attend. Ici, j'ai pris 3 monstres un petit peu pour vous montrer un échantillon de ce qu'on a dans les différents paquets. Donc, on va regarder une carte monstre, là c'est le loup-garou. Ici, en haut à gauche, vous avez toujours le nombre de points de victoire que le monstre va vous rapporter quand vous pourrez le looter à la fin de la manche. Ici, vous avez son nom et sa capacité. Donc ici, et le moment où elle s'active, parce qu'il y a les différentes phases, donc c'est bien précisé là que c'est durant l'épreuve, des fois c'est au début de l'épreuve. La sangsue ici par exemple, c'est en blessant le joueur qu'elle va avoir une capacité qui s'active, etc. etc. Donc par exemple, le loup-garou, les joueurs ne peuvent pas utiliser de sel, donc je ne peux pas utiliser de cartes comme celle-là. Les cartes sel, c'est des cartes qui vous permettent de faire des dégâts aux monstres sans avoir à lancer les dés, donc c'est plutôt assez fort, et bah là malheureusement je ne peux pas les utiliser parce qu'il y a un loup-garou. Et ensuite en bas vous avez 3 informations, la première c'est les points de vie du monstre, la deuxième c'est les points de dégâts qu'il va vous faire si vous ratez votre jet de dés, et la troisième c'est la valeur de dés minimum que vous devez atteindre pour lui faire des dégâts. Hop. Donc lorsqu'on rentre dans le combat de monstre, eh bien, les joueurs, toujours en commençant par le joueur actif, vont aller commencer par taper le monstre, donc on tape tous le même monstre jusqu'à ce qu'il meure ou jusqu'à ce qu'il nous tue. Donc là, on va commencer par la sangsue. Donc le joueur actif lance le dé et doit faire 4 ou plus pour taper le monstre. Et il a 2 points de vie. Hop, je lance le dé. Boum, j'ai fait un 1. Je n'ai pas de carte particulière qui me permette d'éviter de me prendre les dégâts. Alors, si, tiens, d'ailleurs, je vous raconte n'importe quoi, puisque, comme je suis la guerrière, mon bonus, c'est qu'une fois par épreuve, je peux éviter les dégâts infligés par un monstre lorsque mon jet de dé échoue. Peut-être que je devrais le garder pour le loup-garou quand même ça, donc je ne vais pas encore utiliser mon bonus de guerrière. Je vais juste prendre les points de dégâts, donc là je prends un point de dégâts, hop, et je tombe à 2 points de vie sur le dé. Maintenant c'est au joueur qui est à ma gauche qui continue, qui va attaquer la sangsue, donc c'est le lâche qui lance le dé, ok il a raté. Bon imaginons qu'il réussisse, hein, il fait un 5, donc il a bien fait 4 ou plus. Il met un dégât à la sangsue, et ensuite, donc il ne prend pas de dégâts lui-même, hein, c'est juste la sangsue qui prend un dégât, et ensuite c'est à l'assoiffé de jouer, hop, qui va lancer le dé, choc, qui rate encore, mais imaginons pour l'exemple qu'elle réussisse, donc si elle avait raté, elle se serait pris les points de dégâts, hein. Donc là elle réussit, la sangsue a bien eu 2 dégâts, et donc elle est éliminée. Sachant que j'ai pas fait le pouvoir de la sangsue, c'est que le joueur blessé ne perd pas de points de vie, mais le donne au joueur à sa gauche. Oui, donc en fait moi j'aurais dû donner mes points de dégâts aux joueurs qui étaient à ma gauche, mais c'est pas très grave. Donc il ne faut pas oublier les petites capacités, des fois comme il y en a beaucoup, on n'est pas très attentif, donc faites attention à ça. Donc le monstre a été battu, et une fois que le monstre a été battu, eh bien on continue tout simplement avec le prochain monstre, et on essaye de le taper. Donc là c'est l'assoiffé qui vient de jouer. On continue avec le prochain monstre, c'est le loup-garou, je lance mon dé, j'ai fait 5, boum, j'ai fait 1 dégât, il lui reste 1 point de vie, maintenant c'est le lâche qui joue, etc. etc. Donc, imaginons que on arrive à tuer tous les monstres, on est super content, on peut passer à la phase 5 du tour de jeu. La phase 4, pardon, du tour de jeu, le recueil. Lorsqu'on arrive au recueil, si jamais il y a encore au moins un survivant parmi les joueurs, tous les joueurs qui ont participé à l'épreuve, qu'ils soient morts ou non durant l'épreuve, enfin morts, plutôt remords, parce qu'il faut bien se mettre en tête qu'on est déjà mort, donc, mais c'est pas grave, on va remourir. Donc tous les joueurs qui sont morts ou non, mais qui ont participé à l'épreuve, vont pouvoir se partager le butin. Et à ce moment-là, donc en commençant par le joueur actif, chaque joueur va choisir une carte au centre de la table qu'il va rajouter devant lui, jusqu'à ce que toutes les cartes aient été prises. Donc par exemple, le joueur actif, qu'est-ce qu'il veut là? Il va se dire...
Allez, il va prendre une amérante, parce que c'est cool, donc il la place devant lui. Le lâche, lui, il va prendre des points, il va prendre ça, là, le purgatoire, ça lui fait 4 points. Enfin, c'est pas le purgatoire, c'est l'invasion d'insectes, ça lui fait 4 points, donc il la prend devant lui. L'assoiffé va prendre le loup-garou, ça lui fait des points. Et puis moi, après, je vais prendre de... Enfin, moi, la guerrière va prendre de l'eau. Lui, il va prendre de la vie. Alors, quand vous prenez un cœur, vous augmentez immédiatement la valeur de votre dé, du nombre indiqué sur le cœur. Donc, c'est 1, 2 ou 3 en fonction des cœurs. Vous ne pouvez pas les garder pour plus tard. Et ensuite, vous défaussez la carte. Ensuite, l'assoiffé va prendre ça. Et la guerrière se retrouve avec cette carte-là. Donc, en fonction du nombre de cartes qu'il y a au centre de la table, et en fonction de là où est le joueur actif, bah, vous n'allez pas tous avoir le même nombre de cartes à récupérer à la fin de la manche. Donc ça aussi, il faut bien y penser quand vous participez ou quand vous rajoutez des cartes à l'épreuve. Alors, petite précision, si jamais à un moment, durant le combat contre les monstres, un joueur meurt, donc c'est-à-dire que, enfin, remeurt, donc ses points de vie tombent à 0. Par exemple, là, je me bats contre les loups, je lance le dé et je fais 1 ou 2, donc je fais moins de 3. Je perds mon dernier point de vie. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je vais suivre les instructions qui sont données sur la petite aide de jeu. D'abord, je vais perdre 3 points en carte monstre ou en carte événement. Donc là, si j'ai 3 points devant moi, des fois j'ai pas 3 points. Donc par exemple, si j'avais ces deux cartes-là devant moi, j'aurais dû perdre le loup-garou puisque il me fait 3 points. Si j'avais eu que le tue de la sangsue, j'aurais perdu que la sangsue par exemple. Si j'avais eu que l'invasion d'insectes, bah, j'aurais dû perdre l'invasion d'insectes parce que malheureusement je ne peux pas faire la monnaie. Donc il faut faire attention à ça. Donc je perds 3 points en monstre ou en événement. Et ensuite je remonte ma vie à 3 points. Et après je ne participe plus à l'épreuve, c'est-à-dire que je ne me bats plus contre aucun, enfin je ne fais plus aucun événement et je ne me bats plus contre aucun monstre, mais par contre si les autres joueurs, s'il y a au moins un autre joueur qui survit jusqu'à ce que tous les monstres aient été vaincus, je peux quand même récupérer une partie du butin habituel au centre de la table. Donc pour revenir très rapidement sur l'intérêt des différents types de cartes, on a d'abord les cartes événements qui vont uniquement vous faire des points de victoire une fois que vous les aurez récupérés au centre de la table et n'ont pas de pouvoir spécifique, c'est vraiment que des points de victoire. C'est pareil pour les cartes monstres, une fois que vous les avez récupérées, elles ne vous font absolument rien de spécial, il n'y a pas de pouvoir particulier, elles comptent uniquement pour leurs points de victoire. Les cœurs, donc vous les utilisez immédiatement pour augmenter votre point de vie, des cœurs qui vont de 1 à 3. Les dés et le sel, ça ce sont des bonus que vous pouvez utiliser qui vont vous permettre de manipuler un petit peu les dés. Par exemple la bonne étoile, ça vous permet d'ajouter ou d'enlever 1 à l'un de vos jets de dés, donc ça permet de manipuler les dés. Et les sacs de sel, ça vous permet de faire des attaques directes sur les monstres sans même avoir à lancer les dés. Donc ça c'est des cartes assez intéressantes si vous êtes un peu allergique au hasard. Mais la grande question que vous devez vous poser derrière tout ça, c'est « Mais pourquoi est-ce qu'on récupère des bouteilles d'eau ?» Eh bien je vais vous le dire, on récupère des bouteilles d'eau parce que ça va nous aider à faire passer les âmes errantes dans l'au-delà. Alors les âmes errantes, elles sont très chouettes pour deux raisons. La première raison, c'est que quand vous récupérez une âme errante, contrairement aux événements, aux monstres ou à tout le reste, elles vont vous donner un pouvoir permanent que vous allez appliquer durant la partie. Par exemple, l'infirmière, si un joueur devait mourir, il peut vous donner n'importe laquelle de ces cartes possédant des points et remonter à 3 points de vie au lieu de mourir. Donc ça c'est assez intéressant. Ou le faussaire par exemple. Lorsque vous récupérez le faussaire, choisissez un autre joueur, le pouvoir du faussaire devient le bonus du personnage de ce joueur. Donc il y a plein de petits pouvoirs différents, je ne sais pas si toutes les cartes âmes sont différentes, mais en tout cas il y en a énormément de différentes dans les paquets. Donc ça c'est la première chose, c'est une fois que vous avez une carte âme devant vous, vous bénéficiez de son pouvoir pour le reste de la partie. Deuxième élément, vous remarquez ici qu'il y a deux petits symboles, un symbole avec un nombre de litres d'eau indiqué, par exemple à 3 litres d'eau, ici c'est juste 1 litre d'eau, et en dessous un nombre de points de victoire. Et bien ça c'est le nombre de litres d'eau que vous allez pouvoir payer à n'importe quel moment de la partie, donc vraiment n'importe quel moment, vous pouvez payer les litres d'eau indiqués pour, on va dire, faire passer l'âme errante dans l'au-delà, et vous assurer qu'à la fin de la partie, vous marquerez ces points de victoire, puisque une âme errante dont vous n'avez pas payé l'eau et qui n'est pas passée dans l'au-delà ne vous rapportera aucun point de victoire à la fin de la partie. Le petit côté négatif, c'est qu'une fois que l'âme errante est passée dans l'au-delà, elle n'est plus chez vous, et du coup vous ne bénéficiez plus de son pouvoir. Mais par contre, vous êtes sûr d'avoir gagné les points à la fin de la partie. Donc il faut bien mesurer le moment où vous allez le faire. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que je ne garderai pas mes âmes errantes toute la partie pour dépenser toute mon eau à la fin et les faire passer dans l'au-delà juste avant la fin de la partie? Eh bien tout simplement parce que vous avez suffisamment de cartes dans ces 3 paquets qui s'attaquent à l'eau que vous avez devant vous, ou des joueurs qui peuvent vous jouer des trucs qui font que vous allez perdre vos bouteilles d'eau ou
avoir des problèmes avec vos amérantes pour que vous ayez quand même envie, une fois que vous avez suffisamment d'eau, de vous assurer au moins qu'elle sera utilisée et que vous n'allez pas les perdre pour une mauvaise raison. Et donc je peux par exemple utiliser ce bidon de 4 litres d'eau pour faire passer cette âme qui vaut 3 litres et cette âme qui vaut 1 litre dans l'au-delà. À ce moment-là, j'incline les deux cartes pour montrer qu'elles ont été utilisées et elles me feront 14 points de victoire à la fin de la partie. Donc 10 plus 4. Donc ça, ça fait quand même beaucoup de points, sachant qu'un événement du purgatoire ou un monstre du purgatoire, ça va vous faire 4 ou 5 points maximum. Des amérantes que vous allez trouver dans le purgatoire et à qui vous donnez des bouteilles d'eau pour passer dans l'au-delà, ça vous fait 10 points de victoire, en plus du petit pouvoir que vous allez pouvoir utiliser pendant quelques tours si jamais vous leur donnez pas tout de suite de l'eau. Donc c'est des cartes qui sont assez intéressantes. Une fois que toutes les cartes au centre de la table ont été récupérées, le joueur actif donne la carte joueur actif au joueur qui est à sa gauche, qui devient le nouveau joueur actif, et qui va à son tour décider de combien de cartes il va mettre dans l'épreuve. Ensuite, les autres joueurs vont décider s'ils l'accompagnent, on va résoudre l'épreuve, on va looter, et etc. Jusqu'à ce que, en fonction du nombre de joueurs, on ait joué un certain nombre de tours de table. Donc à 3 joueurs, on fait 3 tours de table, c'est-à-dire que chacun va être 3 fois joueur actif. À 4 joueurs ou plus, on va jouer 2 tours de table, donc chaque joueur va être 2 fois joueur actif dans la partie. À la fin de la partie, on regarde tout simplement les points qu'on a sur les événements, les points qu'on a sur les monstres qu'on a lootés, les amérantes qu'on a réussi à faire passer dans l'au-delà, et le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Boum! Et voilà, c'est tout pour l'eau de la bouteille. Alors comme le titre l'indique, on est sur un jeu plutôt d'ambiance, plutôt un party game, assez simple, assez rapide à jouer, avec des petites notes d'humour à droite à gauche. Donc là, je pense que vous voyez directement si le jeu est fait pour nous, si pour vous ou non, si c'est quelque chose qui va vous plaire et qui va marcher dans vos groupes de jeux. Je vous rappelle encore une fois que tout ce que vous voyez là, c'est du prototype. Alors c'est un prototype très avancé, hein. Les cartes ressemblent à des vraies cartes et les illustrations sont déjà sur les cartes, mais peut-être que ça va évoluer durant la campagne de financement participatif. Ça, je ne le sais pas et je ne peux pas vous le dire là tout de suite. Je vous rappelle que les dés aussi sont des dés qui viennent de chez moi. Normalement, vous aurez 6 dés rouges et 1 dé noir. Donc là, c'était pas tout à fait exactement la même couleur. Et voilà, donc si ça vous intéresse, je mets tous les liens possibles en description. Et en attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut!